Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Balandinion sur Étoile Inès TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique, bien sûr pour parler politique. Alors, comme sujet d'actualité aujourd'hui, on va parler de la stratégie. Quelle stratégie le gouvernement a mise en place pour combattre la rébellion en RDC? Je vais vous passer une vidéo dans laquelle Patrick Mouyaya est en train d'expliquer même l'origine de la guerre en RDC. Il y a aussi les FARDC. Il y a un commandant des FARDC qui a promis qu'Ouvira ne tombera plus de nouveau. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui l'a poussé à dire ça? Je vais vous parler de tout ça. Alors, on est là pour parler de la situation, encore une fois, sécuritaire en RDC. On va vous parler de tout ça, l'origine de la guerre. Et puis, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour empêcher ou pour combattre la rébellion en RDC. Mesdames et messieurs, je suis votre frère Francis. Vous me suivez depuis l'année passée, je pense depuis le mois d'août, si je me trompe. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements. Il y a ceux-là qui nous encouragent, il y a ceux-là qui nous découragent, mais à ceux-là qui nous découragent, n'abandonnez pas, continuez à nous décourager parce que si vraiment on devait suivre ceux-là qui nous encouragent et ceux-là qui nous découragent, on devait abandonner ça depuis longtemps. On devait abandonner ce qu'on fait depuis longtemps. Mais ce que vous faites nous encourage à être là, nous encourage encore une fois à continuer à faire ce qu'on est en train de faire parce qu'on ne doit pas toujours acclamer pour vous. Même si vous êtes l'homme le plus bon, le plus saint, vous n'allez pas toujours être acclamé. Vous l'avez vu avec Jésus, Jésus qui était l'homme parfait, l'homme qui était là pour les gens, qui a fait des miracles pour les gens. Il a ressuscité des morts, il a multiplié du pain. Mais quand les gens devaient choisir entre Jésus et Barabbas, les tueurs, le voleur, on a choisi le tueur. Pourquoi? Parce que quand vous êtes tellement bien, les gens commencent à vous haïr à l'intérieur. C'est comme si vous attirez une popularité, une gloire. Ce monsieur, il est toujours comme ça. Cette dame est toujours comme ça. Alors, on voudra vous voir éliminer de la société. C'est comme ça la nature. Donc, vous voyez voir quelqu'un qui est tellement bien, mais il n'a pas beaucoup d'amis. Je parle de vrais amis. Ouais. Donc, les gens, c'est comme ça. Mais ce que je dis ne doit pas changer ce que vous dites, ce que vous êtes ou ce que vous faites. Soyez vous-même, peu importe ceux-là qui vous aiment et ceux-là qui ne vous aiment pas. Si vous voulez suivre des conseils comme ça, allez sur TikTok, Étoile Inès TV. Vous allez suivre des conseils parce que là, on donne même des conseils sur la vie, sur l'amour, le mariage. Et pourquoi pas les actualités avec par rapport à nos artistes comédiens, nos artistes musiciens. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent sur TikTok. Allez là-bas pour ne rien rater. Allez sur Facebook, Étoile Inès TV / YouTube channel. Abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous sur Instagram. En tout cas, on est très, très suivi. Ne ratez rien. Abonnez-vous partout. Pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, sans être abonné, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous savez qu'on fait tout pour vous gâter. On fait tout pour vous informer et de la meilleure de manière. Alors, sans plus tarder, je vous passe notre gouverneur. Notre gouverneur, notre ministre. On va revenir au fils actuel pour remettre au cœur du conflit, a appris à se construire en maintenant l'Est de la RDC dans une situation de conflictualité ou d'insécurité permanente. Et donc, toute idée de paix ou de stabilité contrarie les ambitions économiques du président rwandais. Et donc, c'est dans cette logique qu'il a commencé avec l'AFDL
plus tard le RCD, plus tard le CNDP, plus tard le M23, encore le M23. Je rappelle que lorsque le président de la République arrive aux responsabilités en 2019, parmi les premières actions qu'il a entreprises, c'est d'ailleurs la réconciliation des présidents rwandais et ougandais. Ça s'est passé en août 2019, quelque part en Angola et dans la frontière de la RDC. C'est pour vous dire que la République démocratique du Congo, de par son histoire, il y a des aînés dans la salle, en termes de doctrine diplomatique, nous avons toujours prôné une doctrine de paix. Nous sommes le pays en Afrique qui a le plus grand nombre de frontières internationales, nous en avons 9. Nous avons à ces titres-là des tribus sur les bords des frontières, j'y reviendrai, qui font que nous, comme République démocratique du Congo, nous sommes non pas seulement les pays moteurs de la région, mais nous sommes le pays moteur du continent et nous avons, nous, les capacités de régler d'autres problèmes de l'humanité. Et donc, le narratif qui est porté par les Rwandais est un narratif qui est assis sur des prétextes qui ne se vérifient pas, ou sur, on verra sur la question, par exemple, du discours de haine, sur une instrumentalisation d'une communauté qui n'a jamais demandé d'aucune manière au gouvernement rwandais d'intervenir pour sa protection. Et donc, il y a la question du soutien des FARDC aux FDLR. On peut prendre les slides suivants. Alors, les FDLR, c'est qui? Les FDLR, ce sont des Rwandais. En 1994, lorsqu'il y a eu les génocides, nous avons ouvert nos frontières, on a accueilli, y compris les ex-FARC, ceux qui étaient dans les forces armées rwandaises, le président Habyarimana à l'époque. Nous sommes en 1994. À l'époque, ces combattants-là, parce que le président rwandais, je crois qu'il avait 37 ans à l'époque, et donc aujourd'hui, on parle des forces des FDLR qui, depuis 1994, sont en RDC. 32 ans plus tard, on en parle comme s'ils constituaient une menace. D'abord, de 1, si vous vous référez aux déclarations publiques faites d'ailleurs par l'ambassadeur rwandais en RDC, il disait que les FDLR ne représentaient pas de menace. Parce qu'en réalité, nous, aujourd'hui, on ne peut pas renier leur existence parce que d'abord, ils endeuillent les Congolais, ils pillent ou ils font des activités, des destructions de la forêt, ils sont des coupeurs de route, c'est des criminels, mais qui ont leur place au Rwanda parce que c'est des Rwandais. Je rappelle aussi à ces propos, justement, que parce que conscient de la menace, nous, avant même que le président de la République n'arrive aux responsabilités, parce que cette guerre, comme j'aime à le dire souvent, c'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est une guerre qui a commencé depuis 1994, et tenez-vous bien, c'est une guerre qui a emporté 2 chefs d'État, c'est une guerre qui a emporté des millions de Congolais, et c'est une guerre qui a décimé des millions de familles, et c'est une guerre qui continue de décimer encore de familles. Vous avez suivi l'exposé du Prince Maïcha tout à l'heure, et donc ça doit s'arrêter. Et je pense que nous tous, nous avons une responsabilité là-dessus. Et donc, dans les tableaux du milieu, vous allez voir que nous avons, nous, organisé des opérations nous-mêmes. Souvenez-vous que l'honorable Vital Kamerhe a été évincé de son poste en 2010 parce qu'il avait demandé, reproché au président Kabila d'avoir autorisé des opérations conjointes avec les troupes rwandaises sans l'aval du Parlement. Et donc, sur la question des FDLR, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des Rwandais qui doivent entrer au Rwanda et que c'est des forces qui ne représentent pas des menaces à la sécurité du Rwanda. Et nous, comme République démocratique du Congo, nous avons pris l'engagement, y compris on vous a distribué les accords de Washington, de traiter cette question parce que c'est une question des forces qui se trouvent sur notre territoire. Mais on ne peut pas traiter cette question durablement pour les résidus qui restent tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, parce que pour la plupart, ils sont dans la partie du territoire occupée par les forces rwandaises. Alors pourquoi nous les présentons comme un prétexte? Parce que souvenez-vous, les différentes mutations du Rwanda,
N'oublions pas, c'est aussi l'histoire, même si ce n'est pas une belle histoire, qu'en 97, c'était un Rwandais qui dirigeait les forces armées dans notre pays. James Kabarebe, qui est aujourd'hui sanctionné par le gouvernement américain, qui est à l'architecte de toutes ces guerres à répétition dans l'Est de la RDC. N'oublions pas qu'il y a eu les RCD qui a occupé les parties du Kivu pendant plus de 3 ans. Ces FDLR, ils étaient là. Quand le président de la République est arrivé, et les chiffres sont renseignés là, nous avons continué à les rapatrier parce que c'est des Rwandais et ce n'est pas tous qui sont des unités qui peuvent combattre. Parce que pour la plupart, ils ont l'âge du président Kagame. Tout au moins ceux qui, en 94, s'étaient réfugiés en RDC, quelles sont les capacités qui sont pour se maintenir pendant 32 ans et représenter une menace. Et aujourd'hui, dans les narratifs mensongers du Rwanda qui a évolué, on vous parle d'idéologie génocidaire. Mais il faut m'expliquer qu'est-ce qu'ils mettent comme contenu dans l'idéologie génocidaire si ce n'est les besoins permanents du Rwanda de surfer sur la culpabilité internationale de ne pas avoir agi très vite pour stopper les génocides. Parce que cette question du génocide, autant elle nous a choqués, autant elle a choqué la communauté internationale. C'est pour ça qu'il y a une... On peut passer au slide suivant. C'est pour ça qu'il y a une instrumentalisation permanente de la question des Tutsis ou des Banyamulenge. D'abord, de un, il faut que pour nous tous, ça soit clair. Les M23 ne représentent pas la communauté Banyamulenge. Les crimes commis par les M23 ne sont pas imputables aux membres de cette communauté-là. Parce que la communauté Banyamulenge chez nous, comme les autres Tutsis, sont les premières victimes de la stigmatisation du Rwanda. Je vous donne... Voilà. Je vous cherche maintenant, c'est que l'autre là, le gouverneur, le commandant des FARDC qui a promis, il était en train de motiver ses troupes. Il a dit, c'est en Swahili, il leur a dit que, en tout cas, Uvira ne tombera plus. On doit tout faire pour que Uvira ne tombe plus à nouveau. On le suit d'abord. Ole Uvira kuanguka, wababa waishe na wamama wakatokatwa na mipanga, hatutaona hiyo mateso tena. Oscar yule anayejua kama amejitoa kupigania nchi yetu, tupambane. Ole Uvira kuanguka, wababa waishe na wamama wakatokatwa na mipanga, hatutaona hiyo mateso tena. Oscar yule anayejua kama amejitoa kupigania nchi yetu, tupambane. Voilà. Ce commandant disait, nous n'allons pas permettre que Uvira puisse tomber à nouveau, que nos frères et sœurs puissent être mutilés par ces rebelles, parce que vous voyez, ces gens-là, ils ont une manière horrible de tuer les gens. Il y a ceux-là qui sont chanceux, si je peux le dire, d'être tués par balle, mais il y a d'autres qui ont la malchance d'être mutilés, en tout cas, leurs membres du corps mutilés, mis dans des sacs, d'autres brûlés, d'autres, comme les témoignages d'un enfant là, on lui donne une machette, ses parents liés, ligotés, on donne à l'enfant une machette, on lui dit de démembrer ses parents, en tout cas, c'est horrible, horrible vraiment. Alors, ce monsieur, il a dit, il est tellement brave, il a dit, nous n'allons pas permettre que Uvira puisse tomber à nouveau. En tout cas, nous devons être, c'est une façon pour lui de surmotiver encore les troupes pour dire qu'en tout cas, Uvira ne doit pas tomber à nouveau. C'est bien tout ça. Mais on est en train de parler de la stratégie du gouvernement congolais en vue de la rébellion. Qu'est-ce que le gouvernement congolais est en train de faire pour prévenir ou bien pour protéger ces populations face aux milices, aux innombrables milices que nous avons en RDC? Vous avez suivi ensemble, on a tous suivi ensemble Patrick Mouyaya, qui nous expliquait un peu l'origine de cette guerre qui nous est imposée. Il a retourné le temps pour aller en 1994, nous dire comment les FDLR sont des Hutus,
Ils sont venus en RDC, on voulait les tuer parce qu'ils avaient commis un génocide au Rwanda. Alors, on a ouvert nos frontières, ces gens sont venus à l'est du pays. Alors, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui sont utilisés comme bouc émissaire par le gouvernement rwandais. On veut que ces gens soient utilisés. Chaque fois que le Rwanda veut se défendre, il mentionne toujours les FDLR. Alors, selon Patrick Mouyaya, la solution ou la meilleure solution pour terminer la guerre à l'est du pays, c'est que les Rwandais doivent retourner au Rwanda. Là, il ne parle pas des Banyamulenge, il parle des FDLR, ceux-là qui étaient venus en 1994. Les Banyamulenge, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'origine des Banyamulenge, c'était des personnes qui étaient venues en RDC, qui avaient immigré en RDC durant l'époque coloniale pour raisons diverses. Il y a ceux-là qui étaient venus pour faire le commerce, parce que vous voyez, en ce temps-là, il y avait le troc, hein, il n'y avait pas de monnaie, alors il y avait échange. Il y a ceux-là qui amenaient du sel pour avoir des vaches, il y a ceux-là qui amenaient des vaches pour avoir de la nourriture. Alors cet échange-là a permis à certains de Rwandais de venir habiter en RDC parce qu'ils ont aussi trouvé que l'élevage fonctionnait bien en RDC. Il y a ceux-là qui étaient venus pour ça. Il y avait ceux-là aussi qui avaient émigré en RDC parce qu'ils avaient vu, ils ont trouvé que ils étaient plutôt forcés par la Belgique qui en ce temps colonisait la RDC. Vous allez vous rappeler du nom Congo belge. Alors, la Belgique qui colonisait la RDC avait besoin des travailleurs, avait besoin de personnes pour venir exploiter les minéraux congolais. C'est ainsi qu'il y a eu certains Rwandais qui avaient été acheminés en RDC par les Belges en RDC pour exploiter les minéraux congolais. Alors, ces gens-là, ils sont appelés Banyamulenge parce que ce sont des gens, les Rwandais qui sont allés vivre à Lenge, on les appelle les Banyamulenge, hein, les gens de Lenge. Un peu comme il y a les Banyarwanda. Donc, les Rwandais qui sont allés vivre ailleurs, avec comme provenance le Rwanda, les Banyarwanda. Alors, ces gens-là sont considérés comme les Banyamulenge. Ce sont des personnes qui étaient en RDC avant même les génocides de 1994. Alors, ils sont différents de FDLR, ils sont différents de ces Hutus du FDLR. Alors, selon Patrick Mouyaya, la solution pour que cette guerre puisse prendre fin, c'est que les Rwandais doivent retourner. Je le rappelle, il ne parle pas des Banyamulenge, il parle des FDLR. Les FDLR doivent retourner d'où ils viennent pour qu'on ait une paix durable à l'est du pays. Et il a aussi dissocié les Banyamulenge au FDLR, disant que ces gens-là ne sont pas les M23. Les M23 ne sont pas les Banyamulenge. Alors, nous sommes en train de parler des stratégies. Comment est-ce qu'on peut terminer cette guerre à l'est du pays? Bien sûr, aujourd'hui, on a les États-Unis qui semblent bien sûr avoir les choses en main, c'est-à-dire essayer de contrôler ce qui se passe, sanctionner celui-ci, sanctionner celui-là, bien que ces sanctions n'aboutissent à rien. La guerre est toujours là, nos frères continuent à mourir, mais la RDC devrait prendre des dispositifs pour prévenir une quelconque résurrection ou résurgence d'une quelconque milice. Aujourd'hui, en RDC, nous avons plus de 120 groupes armés, des rebelles qui sont à l'est du pays. On n'a pas que les M23. Les M23 semblent être la plus grande milice, mais à part les M23, nous avons les ADF, nous avons la milice Codeco, nous avons la milice MAPI, la milice Zaïre, Maïmaï, vous pouvez en citer vous-même. Et d'ailleurs, d'après les statistiques, depuis 2014, il y a 2600 soldats FARDC qui sont tombés au front de combat entre les FARDC et les ADF.
Donc, les ADF ne sont pas négligés. D'ailleurs, dans mes précédentes émissions, je vous ai parlé de cette milice des ADF, qui sont des terroristes ougandais. Alors, qu'est-ce que le gouvernement met en place pour empêcher cela, pour prévenir ça? Je me dois encore de vous dire que nous n'avons pas affaire seulement avec les M23. Nous avons affaire avec plus de 120 groupes armés qui opèrent en RDC. D'abord dire que les Rwandais doivent retourner chez eux, c'est un problème qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de Rwandais qui sont disséminés au sein de l'armée. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont même dans les institutions congolaises, publiques et même privées, qui sont là. Il y a ceux-là qui ont même accepté de changer de nationalité pour se faire passer pour des Congolais. Willy Ngoma, on savait tous que Willy Ngoma était un Congolais, mais après sa mort, je vous l'ai dit sur l'héritage politique, je vous ai annoncé que Willy Ngoma avait 2 nationalités. Il était né au Rwanda, mais il s'est accaparé aussi d'une nationalité congolaise. Le nom de Ngoma, là, ce n'est pas Ngoma, il a un nom, il a un préfixe là qui précède Ngoma, je ne sais pas si c'est Izito ou quelque chose du genre, et puis ça se termine par Ngoma. Alors, eux ont coupé Willy Ngoma pour le faire passer directement pour un Congolais. Mais si vous lisez son nom entier, c'est un Rwandais. Alors, vous dire déjà que les Rwandais d'abord doivent retourner chez eux, c'est déjà un échec parce qu'on en a beaucoup dans nos institutions en RDC et ce n'est pas une mince affaire pour que tous ces gens-là puissent retourner. Premièrement, il y a des Rwandais qui travaillent pour des intérêts rwandais, il y a ceux-là qui travaillent pour des intérêts congolais. Alors, tout Rwandais qui est en RDC n'est pas ennemi de la RDC. Il y a des Rwandais qui travaillent pour le Rwanda, il y a ceux-là qui travaillent bien sûr pour la RDC. Alors, je vais vous donner un exemple parce que Patrick Moya a mentionné quelque chose. Il a dit, bien sûr, il a parlé de notre armée qui était infiltrée. Il a parlé de James Kabarebe. Vous allez vous rappeler vers les années 2000, James Kabarebe qui dirigeait notre armée. James Kabarebe dirigeait notre armée, oui. Bon, après, Moussa avait décidé que tous les Rwandais puissent retourner chez eux. James Kabarebe est retourné, mais il a organisé l'armée rwandaise. Ils sont venus attaquer Kinshasa directement à partir de l'ouest, même pas à partir de l'est, de l'ouest. Ils ont contourné pour attaquer l'ouest de la RDC à partir de Kinshasa directement. Et Moussa avait pris la fuite. Vous connaissez tous la suite. Aujourd'hui, combien de Rwandais nous avons dans notre armée? Il y a l'autre là, Olivier Gazita, le monsieur qui était dénoncé par la société civile ainsi que les habitants d'Uvira quand il était nommé comme chef d'opération militaire à Uvira pour empêcher l'intrusion de M23 à Uvira. Vous allez vous rappeler quand la société civile ainsi que le Wazalendo avait marché à Uvira pour dénoncer cela, dire que non, nous on ne doit pas accepter que ces messieurs puissent venir ici parce qu'il était derrière la tombée de la ville de Bukavu. Il était la personne qui était chargée de l'opération militaire et vous savez ce qui s'était passé. Bukavu n'avait même pas tardé à tomber. Alors, ces messieurs, déjà, c'est un Tutsi, c'est un Rwandais. Alors, comment dire que nous voulons voir les changements, nous voulons que les choses puissent changer? Quelle stratégie le gouvernement est en train de mettre en place ou je pourrais même parler de réforme politique pour prévenir une quelconque résurgence d'une rébellion. Parce qu'aujourd'hui, on parle de M23. Disons que après le M23, il y aura encore d'autres groupes, des milices, il y aura encore d'autres groupes de rebelles. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait par rapport à tout ça? Selon moi, le gouvernement on devait inculquer cela dans les têtes des élèves. Déjà à l'école, on doit enseigner aux élèves le patriotisme et aussi pousser les gens à s'enrôler.
les personnes qui acceptent de s'enrôler, notre armée ne doit pas être seulement la plus grande, mais notre armée doit être la plus forte parce qu'il y aura des gens qui comprendront le sens du patriotisme, les gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Parce que je suis sûr que 80% de nos FARDC, ils ne savent même pas c'est quoi le patriotisme, c'est quoi mourir pour la patrie, pour le drapeau. Ils ne savent pas. Non pas seulement être appris dans l'armée, mais que cela commence déjà dans les bancs de l'école. On doit apprendre cela aux élèves. Ils doivent comprendre le sens du patriotisme, leur expliquer ce que représente la RDC face au monde. Quel minerai nous avons? Un pays aussi précieux, aussi riche que le Congo. Nous sommes attaqués de partout. Alors, nous devons avoir une grande armée. Alors, nous avons besoin des gens qui sont prêts à défendre le pays. On doit apprendre cela déjà aux enfants depuis les bas âges, pour que quand les enfants grandissent, ils peuvent prendre des décisions par eux-mêmes, décider de protéger le pays, décider, pas prendre, bien sûr, M. Félix Tshisekedi a pris les Kuluna qui étaient à Kinshasa, il les a formés au Kasaï, et aujourd'hui, les Kuluna veulent défendre le pays, ils veulent aller au front et défendre le pays. C'est bien, mais ces gens-là, combien de ces gens-là sont éduqués? Combien de ces gens-là ont appris c'est quoi une patrie? Ont appris les trésors que regorge la RDC? Ces gens-là, s'ils tombaient sur quelqu'un qui a l'argent, disons, là où ils sont, là, à l'est du pays, ils tombent sur quelqu'un qui dit, mais vous battez pourquoi? Ces choses ici existent depuis des années. Au lieu de vous battre, vous allez mourir pour rien. Venez seulement, on va vous donner, on va commencer à vous payer. Vous restez seulement ici. Vous pensez que ces gens-là ne vont pas refuser, mais ils vont refuser. Combien c'était de retourner contre Konsa Mutamba? Ces mêmes gens, ces Kuluna-là, même après leur éducation, ils se sont tournés contre Mutamba pour dire, yo kanisaki, yayo et payé. Ces gens-là, quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans la souffrance, dans la misère, quelqu'un qui a assez souffert, quelqu'un qui a presque passé la moitié de sa vie, je ne sais pas, en train de tuer, de voler les gens, avec surtout la drogue que ces gens consommaient. Alors, ces gens-là peuvent changer à tout moment. Peut-être qu'ils sont forcés de plaire à Félix Tshisekedi, de plaire au gouvernement congolais, montrant qu'ils ont changé parce que ils se voient être nourris par le gouvernement congolais, être habillés, ils reçoivent un petit quelque chose du gouvernement. Alors je dis non, c'est la meilleure vie. Mais si ces gens avaient une meilleure proposition, est-ce que ces gens-là ne vont pas abandonner la RDC? Vous voyez, là c'est juste une façon pour moi de réfléchir par rapport à ça. Nous avons dans la deuxième vidéo, je vous ai parlé de ce commandant qui accepte, qui motive ses troupes pour dire que nous n'avons pas laissé Uvira tomber à nouveau. Moi, je peux dire aussi longtemps qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie militaire pour empêcher à ce que l'ennemi puisse toujours progresser. Uvira peut même tomber 2 fois, même 10 fois. Parce que c'est la même personne qui dit que nous n'allons pas permettre que Uvira puisse tomber à nouveau. La même personne va être peut-être la première à quitter Uvira. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas de reddition de compte. Les FARDC savent que même s'ils quittaient, même s'ils fouillaient devant l'ennemi, quand ils vont décider de retourner, on va les accueillir à bras ouverts. L'autre fois, je vous avais passé le porte-parole des FARDC qui appelait même les FARDC qui avaient décidé de rejoindre la rébellion, leur demandant de retourner dans les camps des FARDC. Leurs primes seront toujours versées, leurs matricules ils vont recevoir leur matricule. Il n'y a rien qui va être fait contre eux. Retourner. Dans tout pays qui se respecte et qui se veut d'avoir une armée respectée, disciplinée, quand vous abandonnez votre pays pour joindre la rébellion, vous devenez un rebelle. Si vous décidez de retourner, on va vous tuer. Ou bien si on ne vous tue pas, c'est la prison à vie qui vous attend. Un soldat qui a déjà ça dans sa tête, il ne peut pas badiner au front. Voilà pourquoi les pays comme les États-Unis, même l'Israël,
quand vous êtes formé et que vous arrivez au front, abandonner déjà devant l'ennemi, c'est déjà un crime. Et que dire maintenant, joindre la rébellion? Vous joignez la rébellion, vous commencez à tuer sur vos propres frères, mais un jour, après avoir tué je ne sais pas combien de gens, vous décidez de retourner, vous retournez et le même gouvernement vous accueille. C'est pourquoi on a toujours des rebelles au sein même de notre armée. Et le gouvernement soutient ces gens-là. Nous aurons toujours des gens comme ça. Ce monsieur a accepté, a dit qu'ils vont tout faire pour que Uvira ne tombe pas. Mais il sait dans un coin de la tête que même si il ne se battait pas contre l'ennemi, même s'il abandonnait la tenue, même s'il décidait de retourner dans l'armée, ils vont être accueillis. Il n'y a rien qui est fait pour les sanctionner. Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.